Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette longue série de rencontres autour de la bande dessinée luxembourgeoise. On va d'abord commencer ce premier round en compagnie de Andy. Bonjour Andy. Bonjour. Et bonjour Sabrina. Alors l'idée c'est de parler des auteurs en quête d'éditeurs. Donc on va voir comment se déroule cette longue et difficile quête parfois. Mais d'abord j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le paysage éditorial bande dessinée en Belgique, pardon, ou Luxembourg, pardon. Non, parce que je voulais parler de la bande dessinée belge. Donc est-ce que tu peux nous dresser un petit panorama? Déjà, c'est assez désertique finalement Voilà, parce donc qu'on n'a pas d'éditeur de bande dessinée au Luxembourg. Le pays est tellement petit que le marché, surtout pour les livres luxembourgeois, est tellement inexistant presque parce que faut savoir qu'au Luxembourg, si vous faites un livre luxembourgeois, que ce soit un livre de cuisine, un roman, une bande dessinée, si vous vendez entre 500, 700 ou 1000 exemplaires, c'est déjà un énorme best-seller. Donc si après vous regardez la marge après le prix de l'imprimeur, l'éditeur et le libraire, ce qui reste des cacahuètes, c'est pas assez pour 5, 7 ou 9 mois de travail pour pouvoir en vivre de ça. Donc aussi pour l'éditeur, c'est pas vraiment viable. Donc il n'y a pas d'éditeur de BD. Moi, au début de ma carrière, en 2005, j'ai sorti un album, c'était chez un éditeur, des éditions Revue, qui à la base, c'est un magazine qui sort toutes les semaines où à la fin, il y a toujours 2 pages de BD. Et ils ont publié à la fin du cycle toujours la BD en album. Mais ils n'étaient pas un éditeur de BD, ils ont sorti d'autres livres, mais voilà, il n'y a pas de marché pour vraiment pouvoir avoir un éditeur. alors, où est-ce qu'on trouve de la bande dessinée? Donc, je parlais de la bande dessinée belge tout à l'heure parce que je pense à ça. On trouve de la bande dessinée belge, de la bande dessinée française, du comics. Au Luxembourg, Oui. c'est vraiment un melting pot, il y a vraiment de tout. On a, comme partout, il y a le manga qui prend un peu le dessus. Moi, je suis baigné aux comics américains, mais quand j'étais petit, c'était très rare d'en trouver. Après, je crois que la plus grande culture, c'est comme la culture franco-belge quand même. Je crois qu'on a tous grandi avec, déjà les Walt Disney à la base, mais après, c'est les Lucky Luke, Astérix, Tintin, c'est quand même la culture générale quand même que tout le monde a connue quand même. Et toi, Sabrina, tu es plutôt bercée par quelle culture? Plutôt par les mangas. Par les mangas, Oui, oui. Donc en fait, j'ai découvert les mangas quand j'avais à peu près 10 ans. Et après, j'ai découvert que tout ce qui était Pokémon, etc., que je regardais déjà à la télé avant, que c'était effectivement aussi, ça venait des mangas et tout. Et je ne savais pas du tout en fait que c'était ça, mais que en fait, je les consommais déjà avant. Donc Et qu'est-ce que tu disais? Où est-ce que tu te procurais les mangas, par exemple? on a la librairie Ernster donc qui est vraiment à travers tout le pays, donc c'est vraiment le plus grand réseau où on a vraiment la plupart des mangas. Maintenant, effectivement, on a aussi des librairies spécialisées comme Le Réservoir et Slumberland au Belval, qui est aussi beaucoup en Belgique et qui s'est implanté au Luxembourg, justement. Alors, explique-nous un peu en quoi consiste ton travail. Est-ce que tu fais uniquement de la bande dessinée? Non, parce que effectivement, comme disait Andy, vu qu'on n'a pas d'éditeur, c'est quand même beaucoup de mois de travail qui sont très compliqués. Par exemple, pour moi, avec les mangas, en moyenne, je mets bien 6 mois de travail intensif en fait pour créer un manga d'à peu près 150 à 200 pages. Donc effectivement, le problème, c'est que pendant tout ce temps, on n'est pas payé. Donc effectivement, je donne aussi des cours de dessin. À l'époque, je faisais des commandes, mais maintenant, principalement des commandes en boutique en ligne, etc. Et tu vends aussi des sortes de produits dérivés. Tu vends des... Oui, oui. Donc, quand on peut voir des photos sur ton site. Quand Mhm. tu viens en stand, en festival, tu as beaucoup de choses à proposer. Oui. Oui, donc effectivement, j'ai ma propre marque de vêtements, je fais des illustrations, des prints, stickers, goodies, marque-pages. Donc c'est vraiment le fait d'avoir tout un ensemble en fait qui me permet d'en vivre. Donc, est-ce qu'on vit uniquement de la bande dessinée, Andy? Non. Non. Mais je crois que ça, c'est pas un truc spécifique au Luxembourg, je crois que Mm. c'est partout pareil. Surtout ces dernières années où vraiment il y a une surproduction presque, il y a tellement de concurrence sur le marché, ça va tellement vite et je crois que si on veut vraiment vivre de la BD, il faut faire genre 3 albums par an et encore, c'est énorme quoi. Mais au Luxembourg, ça a quand même changé. Là, ça fait depuis 20 ans que je trouve que
la BD commence de plus en plus à avoir une envergure. Par exemple, quand j'ai commencé, c'était bon encore, on disait toujours les Mickey Mouse. C'était un peu... Péjoratif. voilà, ouais. Et puis en 2009, avec le scénariste John Resch, on a réussi à avoir le Buchpreis, donc le prix du livre luxembourgeois pour une bande dessinée, ce qui n'était jamais possible avant. Et peu à peu, la BD commence quand même à s'installer aussi comme outil pédagogique. Donc il y a de plus en plus de projets où on a des commandes pour des BD sur des sujets historiques ou pour expliquer un truc scientifique ou j'ai fait sur le harcèlement. Donc toi, tu fais beaucoup d'appels de commandes. c'est ça, Tu oui, réponds à oui. des Bah, commandes. c'est vraiment le seul moyen pour faire de la bande dessinée en étant payé quand même. Donc c'est toujours des projets qui sont financés par une commune, par le ministère, par exemple il y a un moment, une image là qui va passer avec un espèce de géant. Voilà, ça, voilà. Quel timing. Là en haut à gauche, vous voyez, il y a des photos. En fait, c'est au Luxembourg, il y a le parc merveilleux à Bettembourg. C'est l'attraction touristique qui attire le plus de touristes chaque année. Et en 2022, il y avait Esch 2022. Esch sur Alzette, c'est la deuxième plus grande ville du Luxembourg qui était capitale culturelle. Et les villes autour aussi, dans Bettembourg, justement cette ville-là. Et il y avait le projet de faire justement une bande dessinée sur le géant qui dort dans ce parc et qui se lève et qui se balade à travers les communes voisines. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir un budget qui était débloqué justement pour faire une bande dessinée, pour avoir les moyens de travailler pendant des mois, comme Sabrina a dit, pour comme être payé à sa juste valeur pour faire notre boulot. Ce qui, sinon, ne serait pas possible, comme j'ai dit, avec le nombre le marché tellement restreint qui rend aussi le tout très difficile pour les éditeurs, parce qu'on tape toujours ces éditeurs comme quoi ils sont juste pour l'argent et tout, mais c'est pas possible pour un éditeur non plus de pouvoir payer un illustrateur à sa juste valeur, sachant qu'il va vendre que très peu de livres, ce qui veut dire qu'il y a un tirage très bas, qui fait en sorte que les prix d'achat à l'imprimeur est aussi assez élevé. Donc c'est toute une économie en fait qui est basée sur le fait que notre marché limité en soi, sans être financière, ne peut pas être viable pour Et l'autre tous les... frein aussi, on en parlera dans une autre rencontre tout à l'heure, c'est le multilinguisme qui peut être un frein aussi. Oui, parce que peu importe dans quelle langue on sort un livre, parce que Luxembourg, il y a la langue officielle, qui est la langue officielle administrative, c'est le français. Nous, on parle luxembourgeois. La première langue qu'on apprend à l'école, c'est l'allemand. Puis, on a une grande communauté portugaise. On a quand même aussi des expats un peu de partout qui parlent l'anglais. Donc, peu importe en quelle langue vous sortez un livre, les gens vont dire pourquoi pas dans cette langue-ci, cette langue-ça. Donc, par exemple, ma BD personnelle, je la sors en 4 langues. 4 langues. Ouais, ouais. Donc, c'est un grand avantage, mais c'est aussi difficile parce que c'est tellement morcelé en fait que je trouvais toujours quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de livres pour les jeunes en luxembourgeois. Donc ma première mission, c'était toujours quand je sors une BD, c'est la première version, c'est toujours en luxembourgeois. Mais il faut plusieurs langues aussi pour traverser les frontières et tout. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, je change peut-être, j'en mets un peu les pinceaux, c'est que pour apprendre la langue, il y a beaucoup d'étrangers qui lisent les BD pour apprendre le luxembourgeois. Ils ont déjà appris, mais pour un peu solidifier le truc, pour appliquer ce qu'ils ont appris. Parce qu'un livre, un vrai livre, un roman, c'est trop de texte, alors que la BD, avec les images, ça leur aide à avoir un contact direct avec la langue aussi. Tu parlais de ta bande dessinée traduite en 4 langues et tu l'as éditée, publiée en combien d'exemplaires? Ça, c'est mon petit bébé, mon péché mignon avec lequel je vais en tournée dans les festivals. Je le vends que moi-même, je ne vais pas dans les librairies parce que je ne peux pas me le permettre, parce que justement, j'ai un tirage tellement petit, ça fait entre 50 et 100 exemplaires par langue. Et donc là, tu t'auto-édites? Oui, 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 oui. C'est vraiment, je fais mon boulot alimentaire pour pouvoir me permettre de faire ça. Et donc maintenant, j'ai une espèce de roulement avec l'argent qui rentre, je le réinvestis directement pour imprimer de nouveaux tomes en fait. Et tu rentres dans tes frais? Pour le moment, oui, surprenamment, oui. Ouais, 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 ouais. Et donc tout cela, tu les écluses uniquement au festival? C'est ça, oui, oui, oui.
Et toi, Sabrina, alors tu t'auto-édites également, c'est ça, oui? Oui, oui, c'est ça. Moi, de mon côté, en fait, depuis 2016, j'ai commencé à travailler avec les campagnes de financement participatif. Donc, de mon côté, je m'adresse plus aux particuliers. Et c'est vraiment à chaque fois que j'ai un nouveau projet, en fait, je fais une campagne de financement où, du coup, les gens vont pouvoir avoir des cadeaux spéciaux comme des dédicaces ou des planches originales ou des petits goodies en fait. Et du coup, le but, c'est vraiment qu'on a une cagnotte spécifique pour financer l'impression et les gens vont prendre les contreparties qu'ils aiment bien pour justement atteindre cette cagnotte et financer le livre. Et naturellement, tout ce qui va au-dessus, ça permettra d'avoir une rémunération effectivement, mais qui, Mais pas, soyons pas honnêtes, n'est suffisante, quoi. jamais C'est pas à la suffisant. hauteur réelle du travail qu'on fournit pendant tout ce temps. Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Principalement en festival aussi. J'ai également ma boutique en ligne. Donc, moi, mon business model repose vraiment sur l'événementiel où, depuis 2014, je fais beaucoup la tournée des festivals. J'ai effectivement commencé au Luxembourg, mais vu qu'on est quand même très réduit sur la taille, en gros, on a la LuxCon qui est le festival de l'imaginaire. Donc, à l'époque où j'ai commencé, on avait le salon de la bande dessinée à Quanton et les Valfabischodés en tant que grand salon du livre. Mais du coup, avec 3 gros rendez-vous annuels, naturellement, ce n'est pas ça qui va faire la paye pour toute une année. Donc, de mon côté, je vais aussi beaucoup en convention française et belge, d'où le fait que mes livres sont plutôt en français pour ce public. Et là, concrètement, qu'est-ce qui te fait vivre? Un peu un mix de tout. Donc, Il faut que tu travailles beaucoup, alors. Oui, oui, mais effectivement, en général, je fais pas mal de conventions. En moyenne, je fais entre 30 et 30-40 conventions par année quand même. J'ai la boutique en ligne qui permet d'avoir un revenu et je donne également des cours de dessin et j'ai un Patreon où j'ai des élèves et des mécènes qui me financent en fait tous les mois. Est-ce qu'il existe un statut pour les autrices et les auteurs au Luxembourg? Là, c'est Sabrina qui peut mieux répondre parce que moi, j'habite en Belgique. Ah, tu habites en Belgique. Ouais. Ouais. Tu vois, on revient à la Voilà, Belgique. voilà, c'est Voilà, ça. c'est pour ça. Pour le statut, c'est un peu compliqué. Globalement, on va être déclaré en tant qu'indépendant, sauf que c'est la catégorie d'indépendante qui est au même titre que les docteurs et les avocats. Donc on est d'accord, on ne se fait pas la même paye, mais les cotisations sont calculées pareil en fait, donc sur base de 24% de notre revenu qui est payé tous les mois. Sachant qu'après, on va avoir aussi des, disons, petites sous-catégories. En fait, quand on se déclare, on doit toujours écrire qu'est-ce qu'on fait. Et je me rappelle quand on avait parlé avec les autres artistes du collectif, moi j'ai un statut de commerçante, vu que je fais les goodies, donc ils se sont dit ok, elle sera commerçante. Mais on a par exemple quelqu'un d'autre qui était exploitant d'un atelier graphique, parce que si on fait des commandes, tu fais du dessin et tu fais du graphisme, donc C'est la même chose. tu fais ça. On a quelqu'un qui est intermittent du spectacle parce que quand tu fais des commandes, tu n'as pas toujours le travail, donc tu es comme les acteurs qui ne peuvent pas toujours être payés. Et on a effectivement aussi le statut d'artiste officiel, mais où on a pas mal de revendications et où c'est tout un dossier qu'on doit monter avec des articles de journaux, les projets qu'on a faits, des lettres de recommandation, etc. Alors, même si tu vis en Belgique, tu as quel statut, toi, Andy? Déjà, c'est vrai que quand je suis venu au Luxembourg, à un moment, je voulais aussi m'inscrire au Luxembourg et personne ne savait me guider vers où aller. Alors qu'en Belgique, je suis allé à la commune, je dis des statuts BD. Ah, ok, ça va, ça cool. Mais j'ai le statut d'indépendant aussi. Donc, j'ai pas un truc spécial donc, je suis aussi de la catégorie avocat et docteur et tout. Ah, ouais. Ça en jette, quoi. Mais Voilà. là, on sent vraiment que ça a l'air compliqué on se perd un peu dans le statut au Luxembourg, non? C'est compliqué. Honnêtement, oui. Ouais. Je sais pas. Ils n'ont pas l'habitude de gens qui font parfois des trucs un peu en dehors des sentiers battus, en fait. Donc, ce qui est aussi un peu, ça on va voir dans la table ronde d'après, c'est parfois aussi un peu une chance. Mais moi, une fois que j'étais installé, ça coulait bien, ça va. Et est-ce qu'il existe des protections pour les auteurs et les autrices? Ça s'appelle Luxor, qui est l'organisme qui lutte pour les droits d'auteur. En fait, il y a chaque pays qui a un organisme comme ça. Et puis, justement, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait la SBL, pour
Alors explique-nous ce qu'est la SBL. Oui. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs piliers. Il y a d'un côté, c'est un club en quelque sorte pour des amis de la bande dessinée, donc que ce soit des lecteurs qui aiment bien, des collectionneurs et tout ça. C'est pas uniquement des auteurs et des Non, non, auteurs. justement, c'est vraiment Voilà. ouvert à tout le monde. Donc on peut devenir membre et après on fait des activités et des choses comme ça. Mais c'est aussi pour nous les auteurs pour déjà se trouver parce que on n'est pas nombreux, mais chacun est un peu dans son atelier pendant des mois, il sort pas. Et donc pour se trouver, pour faire des projets ensemble, mais aussi pour pouvoir dire ce qu'on a besoin. Parce qu'au Luxembourg, on pensait toujours que ceux qui font de la BD, soit ils font de la littérature, soit ils font de l'art. Et on fait ni l'un ni l'autre, on fait les deux, on fait ni l'un ni l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui écrit un roman, il n'a pas besoin, par exemple, pour imprimer le livre, on peut le faire sur du papier pas si bien que ça, en noir et blanc, alors qu'en BD, il faut un beau papier, il faut que les couleurs sortent bien. Quelqu'un qui fait des peintures, il n'a pas besoin d'une imprimerie. Donc, nous aussi, on travaille vraiment pendant des mois sur un projet. Les besoins sont différents. Et pour pouvoir demander un soutien, il faut savoir définir ce qu'il nous faut. Et le fait de nous mettre ensemble, on s'est rendu compte, voilà, on a tous besoin des mêmes besoins. Et comme ça, quand on est un collectif, ça peut aider. Parce que c'est pas quelqu'un qui demande un truc, mais c'est vraiment En fait, on veut professionnaliser le métier. On veut vraiment que les gens puissent pouvoir en vivre le mieux possible. Et pour ça, il faut qu'on sache ce qu'il nous faut. Toi aussi, Sabrina, tu fais partie de ce collectif. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir trouvé des collègues en fait, en qui je peux avoir confiance. Parce que effectivement, avant, quand on n'avait pas encore le collectif, comme disait Andy, c'est vraiment on est un peu éparpillé de partout, et donc on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et je me rappelle par exemple à mes débuts, rien que l'idée, comment est-ce que je peux distribuer un livre, où est-ce que je peux trouver des clients, qu'est-ce qui est possible pour en vivre. Donc ça, c'était des questions qui étaient très compliquées. On ne sait pas forcément vers qui on peut se tourner. Et effectivement. C'est aussi quand je rencontrais des artistes, j'avais eu des mauvaises expériences où j'avais aussi des réticences à parler avec d'autres personnes parce que pour moi, en fait, je me disais, c'est un milieu qui est déjà très fermé, où il n'y a personne qui donne vraiment des infos, où on doit tous se poignarder dans le dos pour avoir le droit d'exister. Et c'est vraiment quand je suis arrivée avec le collectif où je me suis rendu compte, mais non, il y a vraiment des auteurs qui sont prêts à s'entraider, avec lesquels on peut parler honnêtement de ses tarifs, de comment on en est arrivé là, s'échanger les bons plans, etc. Et donc pour moi, je trouve que c'est aussi très très important justement de faire partie d'un groupe où on a les mêmes aspirations, mais où on peut vraiment avancer ensemble au lieu de chacun dans son coin et puis... Et vous en parlez aussi avec vos camarades autrices et auteurs étrangers quand vous allez en festival? Oui, je crois que en BD, vraiment spécifiquement, on a tous un peu les mêmes problèmes, plus ou moins, sauf que eux, en effet, quand ils sont chez les grands éditeurs, c'est encore un peu autre chose. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que un des buts aussi quand on voulait avoir avec l'ASBL, c'était avec l'association, c'était justement de pouvoir faire peut-être aussi un jour de devenir éditeur nous-mêmes. Et parce qu'on est bien, on sait faire notre produit, on sait le donner à l'imprimerie, et après, on ne sait pas trop quoi en faire. Être éditeur, c'est un boulot à part, c'est un métier en soi. Et on voulait au début le faire nous-mêmes, mais on n'a pas déjà les capacités, le manpower, on n'a pas assez de personnes parce que ça prend du temps, ça prend du temps qui nous manque pour travailler sur nos projets. Donc là, ce qu'on a eu la chance de faire, c'est de se lier à un éditeur luxembourgeois pour sortir notre première BD en collaboration avec eux. Donc nous, on a leur fourni le produit fini et eux, ils sont occupés de faire Le fabriquer? l'imprimer aussi, surtout la distribution, tout ce qui est éditorial. C'est un éditeur généraliste, pas un éditeur. Pareil, oui. Un éditeur de livres en général. Alors, j'aimerais revenir à ta partie auto-édition. Donc, explique-nous concrètement comment tu fais pour auto-éditer un livre.
ça dépend, il y a plusieurs façons de procéder. Quand j'ai commencé, c'était vraiment que j'ai tapé dans Google imprimerie Comment pour bande auto-éditeur, dessinée. ouais. Et donc là, j'ai vraiment commencé par des maisons, des imprimeurs en ligne en fait, où c'était distribué sur Internet, mais vu qu'ils ne faisaient pas de manga, ou qui sont à l'envers, donc la couverture est là où vous avez l'arrière en BD franco-belge. Donc sur les pages de descriptif, on voyait juste le résumé et pas la couverture parce que ce n'était pas adapté. Après, effectivement, j'ai commencé à travailler avec un imprimeur local, donc où c'est relativement pratique parce que ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui peut conseiller pour le papier. On peut toucher le papier, on peut avoir des exemples. Donc ça, je pense surtout pour les jeunes artistes qui veulent se lancer, c'est très important quand on ne sait pas forcément, au lieu de cliquer simplement sur Internet, bon, je crois que ça pourrait fonctionner avec ça et avec ça. C'est quand même pas mal d'avoir un conseiller. Et une fois après que je savais ce que je voulais et que je connaissais le type des papiers, j'ai commencé à travailler donc, avec des imprimeries en ligne. Et maintenant, effectivement, pour mon dernier manga, j'ai travaillé avec Amazon KDP, donc, qui est le service d'impression et de publication d'Amazon et qui du coup permet effectivement de distribuer. En fait, Amazon c'est l'éditeur et il va le mettre sur Internet pour être distribué justement. Et c'était pour moi une alternative que j'avais envie de tester pour justement avoir une plus grande distribution vu que je la fais toujours seule en commençant. Après, ce qui est très drôle, c'est que la plupart des gens viennent chez moi et qui me disent « Je ne veux pas commander les livres sur Amazon pour soutenir les auteurs. » Et c'est là où je dis « Non, mais justement, il faut le commander sur Amazon parce que c'est l'éditeur. » Et tu choisis le nombre d'exemplaires ou alors c'est eux qui le définissent? Amazon, c'est de l'impression sur demande. Donc c'est ça qui est très intéressant parce que moi, si je veux mes stocks pour vendre au festival, je peux en prendre 10, je peux en prendre 50 ou 100, c'est comme je veux. Et ça permet aussi de mieux gérer les budgets parce que par exemple, pour la qualité de livre de mes contes de fées, là j'en suis à des palettes de 1000. 1000? D'accord, donc c'est eux qui stockent tout et toi tu... Non, non, je les ai à la cave, Ouais. j'ai 400 kilos de livres. J'ai 400 kilos de livres à la cave, d'où le fait que j'ai pensé qu'Amazon, ce serait une bonne alternative pour que ce soit eux qui les aient. D'accord, oui, donc il y a des problèmes de stock. Ouais. Alors toi, Andy, tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, l'auto-édition, mais tu l'as fait régulièrement ou c'est quelque chose de récent pour toi? J'ai commencé en 2018, je crois. Donc c'était vraiment la première fois que j'avais envie de faire un truc personnel. Au début, je ne comptais même pas l'éditer. C'était vraiment j'avais une petite baisse de régime. Et pour me mettre un peu en selle, j'ai fait une petite histoire vraiment où j'ai vraiment fait que des trucs qui me faisaient plaisir. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et une fois que j'avais fini le premier tome, je me suis dit, allez, je vais imprimer justement une cinquantaine de livres et voir ce que ça devient. Et je les ai amenés en convention et je les avais tous vendus en un week-end. Mais avant, justement, tu peux peut-être revenir sur... Ah, ça, c'était une de mes premières histoires personnelles que j'ai pu éditer chez un éditeur, encore une fois, de livres. Et j'avais commencé en 2007 à travailler dessus, dans mes temps libres un petit peu, et je l'ai publié qu'en 2012. Donc ça faisait 5 ans que j'ai travaillé dessus. Et au moment où je voulais le faire éditer, j'ai essayé d'avoir des aides un peu à gauche et à droite. Et si vous voyez la première case, dans la première version, c'était une ville un peu quelconque. Et la case finie, on voit la cathédrale de Luxembourg avec le pont Adolphe de Luxembourg. Parce que c'est toujours mieux si on, à l'époque en tout cas, pour faire des demandes, s'il y a un lien avec le Luxembourg en fait. Donc il y a beaucoup de BD Luxembourg qui ont un contexte historique où... Où apparaît Luxembourg dans la bande dessinée. Voilà. Ouais. Et voilà. Mais alors, toi, est-ce que tu connaissais ce monde de l'auto-édition ou pas du tout? Non, Donc tu as fait comme Sabrina, tu as tapé comment s'auto-éditer? non, même pas. Tu es passé par En quoi? fait, comme j'avais l'habitude de faire des festivals avec des livres que j'ai fait avec des éditeurs, il n'y avait pas trop de secrets non plus. En fait, en plus, ma femme, elle est graphiste, elle travaille chez un éditeur aussi, mais ça me paraissait un peu évident. Il n'y avait pas trop de secrets, en fait. Comme on n'a pas d'éditeur de bande dessinée, ils ne se connaissent pas trop sur le produit en soi. Donc moi, je leur ai toujours fourni le livre de A à Z fini. Ils devaient juste l'envoyer à l'imprimeur et c'était bon. Donc que ce soit moi qui l'envoie à l'imprimeur ou que ce soit eux, le produit c'est le même en fait.
Donc non, il n'y avait pas trop de secrets. Surtout comme moi, je les vends qu'en festival, il n'y a pas de... Il n'y avait pas un truc que je devais apprendre. Ouais. À part juste avoir de la place à la maison pour Toi aussi, stocker. ouais. Parce que là, ça fait le 4e tome, je l'ai en 4 langues et à chaque fois, il faut quand même avoir le stock de chaque tome. Et je ne peux pas en imprimer justement 10 ou... donc, c'est ça, en fait, le problème principal aussi, avancer l'argent. Surtout qu'à un moment, il y avait une hausse du prix de papier, parce que le papier, ça fluctue aussi. Donc, c'est un peu comme à la bourse. Faut vraiment... C'est une matière première. C'est ça, ouais. Et donc, parfois, même quand le prix il est bon, je bloque le papier pour que j'ai le prix assez bas dans plusieurs mois. Il faut que tu anticipes. En fait. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Alors, toi aussi, quand tu sors ton livre, quand tu publies un livre, tu fais tout de A à Z, la maquette, la pagination. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tout le travail de dessin, mais après il y a aussi tout ce qui va être les relectures, le graphisme, la mise en page. Et après, effectivement, on a aussi tout ce qui est distribution, donc la logistique. Quand on a une boutique en ligne, regarder comment est-ce qu'on peut l'envoyer le mieux, comment La le protéger, facturation. la facturation, etc. Je me rappelle la première campagne de financement participatif que j'avais faite, justement, le livre était relativement épais. Et en fait, je n'avais pas eu la présence d'esprit de calculer des frais de port. Et du coup, au bout d'un moment, je crois que j'en étais à 300-400 euros de frais de port, quoi. Donc, Alors, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer l'univers des auteurs et des autrices de bande dessinée? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Euh, Quand tu dis ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. non, c'est très difficile parce que sans aide extérieure, je crois que c'est pas possible de trouver un système viable. C'est vraiment, comme je dis, comme le marché, il est vraiment tellement spécifique, tellement petit. Le seul moyen de le faire, c'est par des préfinancements où moi, normalement, pas normalement, mais je fais toujours payer à la page. Donc, peu importe combien d'exemplaires vont être vendus, j'ai je suis payé tant pour une page et après, tout le livre que je vends, je gagnerai dessus. Mais ça me va. Donc, tant que ce modèle-là est possible, pour moi, ça me va. Donc pas d'inquiétude, pas d'amélioration. Je vois, je vois vraiment pas comment ce serait possible. Et toi, Sabrina? c'est une très bonne question. Euh, Quand je compare, par exemple, quand j'ai commencé, où je n'avais effectivement pas beaucoup d'audience, je trouve que là, c'était beaucoup plus difficile parce que, par exemple, là, mettre genre 200 euros pour imprimer 30 livres, pour moi, c'est horrible, quoi. Et maintenant, je me dis, effectivement, j'en suis à des palettes. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, si on est toujours sur l'avant de la scène, si on se montre aussi avec les présences sur les réseaux sociaux maintenant, c'est quand même assez important. Les festivals, le bouche à oreille, au final, ça permet quand même de faire une distribution. Et pour moi, c'est vraiment quand je crée une histoire, je me dis je vais l'amortir après sur toute une année avec les ventes. C'est sur du long terme, en fait. Ah, tu parlais des réseaux sociaux, justement, Sabrina. Est-ce que c'est quelque chose de très important pour toi? C'est une histoire compliquée parce que j'aime les réseaux sociaux, mais je les déteste en même temps parce que Tu es ça prend... consommatrice de réseaux sociaux? Pas consommatrice parce que ça prend déjà beaucoup de temps pour créer si on a une entreprise en fait. J'avais justement fait l'expérience que j'ai laissé tomber Instagram pendant 4 mois justement en été. Et j'ai remarqué que toutes mes statistiques et les interactions des gens aussi ont baissé, sachant qu'en fait, c'est surtout que j'ai lâché Instagram parce que j'ai ma chaîne YouTube qui a commencé à décoller. Et en fait, en festival, j'avais vraiment des gens qui venaient et qui me disaient je regarde vos vidéos, donc maintenant je suis venu à votre stand. Donc je me suis dit bon, maintenant j'ai la chaîne YouTube qui a été monétisée, j'ai les gens qui viennent de là, donc je suis safe, je peux laisser tomber Instagram. Et j'ai remarqué que même sur YouTube, mes stats ont commencé à baisser. Donc c'est relié, en fait. C'est relié parce que justement sur Instagram, on a quand même, même si on ne fait pas beaucoup de posts, on a vraiment ce lien où en story, par exemple, là j'ai documenté vraiment tout le salon en fait, où c'est genre hey coucou, venez me suivre sur les aventures ici à Paris, etc. Et j'ai remarqué que ça relance les interactions, les gens partagent leur vécu ou c'est simplement on reste dans les esprits et ça permet quand même vraiment d'avoir un lien où je me dis ça prend effectivement des années à créer ce lien mais une fois qu'il est là c'est très important. Et ça te prend beaucoup de temps, tout ça?
En moyenne, là maintenant pour SoBD, à chaque fois que je faisais les stories, les résumés de la journée et les aventures, ça me faisait plus ou moins 2 heures par jour. Oui, quand même, ouais. Et qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube? Des conseils pour artistes, parce que justement pour moi l'éducation est très importante et en fait cette chaîne c'est vraiment pour moi ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, quand on me disait ah tu veux dessiner mais ce n'est pas un vrai métier et ou par exemple les conseillers d'orientation me disaient toujours bah, tu veux dessiner, tu fais prof de dessin, comme ça tu peux dessiner, tu as des élèves qui dessinent et tu as des vacances où tu as assez de temps pour faire ce que tu veux. Et donc pour moi je me suis dit mais ce n'est pas ce que je veux faire et en fait je me suis rendu compte qu'il y a énormément de moyens de vivre de l'art qui sont totalement différents. On peut faire des conventions, on peut faire de l'influence sur internet, on peut faire des commissions, on peut avoir des boutiques en ligne, etc. Donc ma chaîne YouTube c'est vraiment tous des retours d'expérience pour soutenir justement les jeunes, pour leur montrer tout c'est possible et après à eux de voir vers où ils veulent se diriger en fait. Donc pour toi, les réseaux sociaux, c'est une vitrine importante. Oui, oui. Et toi, Andy, tu t'en sers ou pas du tout? Non. Je suis de la vieille école, vraiment. J'ai jamais eu de site web. J'avais à l'époque, j'avais une page, ça s'appelait DeviantArt. Tu pouvais avoir une galerie où tu exposais des images. Et j'avais commencé à chaque fois, parce que je voyais des gens qui postaient chaque jour des images, je me suis dit, je vais faire ça aussi, mais moi, ça me prenait genre la moitié de la journée pour faire une image. Et je me suis rendu compte quand même, plus j'avais de likes, ça augmentait pas mes ventes. Donc, c'était du temps perdu. Je le faisais parfois pour plaisir, mais Ça te rapporte rien. bah, j'ai pas l'endurance, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie. Et j'ai ma page Facebook personnelle où je poste parfois les trucs, mais j'ai une page Instagram, apparemment. Mais c'est pas un moment de. J'aime bien aller en festival, rencontrer les gens. Vraiment, normalement, je connais même, vu comme j'ai des tirages assez petits, je connais presque chaque personne qui a acheté ma série. Je sais même parfois, je sais pas les noms, mais je sais ce que je leur ai dessiné comme dédicace. Donc je peux leur dire, voilà, l'année passée je fais ça, donc cette année je vais faire ça. Et ouais, je sais pas ce truc des réseaux sociaux. Et c'était quelque chose que tu n'aborderas jamais? Non. Non, Non, pas du tout. C'est définitif. non. Définitif. Non, Ouais. ouais. Et donc j'aimerais revenir aussi sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des choses à améliorer dans le statut d'autrice et d'auteur de bande dessinée? Ou par exemple par rapport aux éditeurs, est-ce qu'il faudrait plus d'éditeurs? Ou toi, ça te convient cette situation? Ah, honnêtement, je ne sais pas parce que je pense que chacun a quand même son caractère et ses revendications. Personnellement, pour moi, je préfère l'auto-édition parce que ça me donne la liberté de pouvoir fixer mes tarifs comme je veux et de me mettre les marges comme je veux. Donc pour moi, ne pas travailler avec un éditeur, ça a la liberté en fait de faire vraiment des livres qui me conviennent à 100% à mon image, sans avoir quelqu'un qui est au-dessus de moi. Après, effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'on doit se débrouiller pour la distribution. Donc c'est peut-être l'avenir ou pas, l'auto-édition? Moi, justement, ça me manque un peu de ne pas avoir d'éditeur spécialisé qui était derrière moi pour me dire parfois, ah, ça, Pour refait cette planche. t'accompagner? Ouais, pour vraiment, je crois que je serais plus loin et meilleur artiste si j'avais eu quelqu'un qui s'y connaît, surtout à mes débuts pour me guider, parce que parfois on a fait une planche, on n'est pas sûr si elle est bonne ou pas, ou bien parfois on sait qu'elle n'est pas bonne, on la fait quand même. Et si quelqu'un, alors, tu l'as refait, je crois que ça m'aurait permis à m'améliorer et à. Ouais. Mais ça, peut-être que tu l'as fait par d'autres biais, peut-être aussi que tu l'as fait en travaillant avec d'autres auteurs. Oui, parfois on se montre des trucs entre auteurs aussi, mais c'est pas la même chose parce qu'on n'a tous pas trop le temps pour faire ça. Et je crois qu'un éditeur professionnel, il sait quand même parfois un peu plus ce qui. Bah, je suis pas fan du truc qu'il faut sortir un truc qu'on sait que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas une formule magique. Et souvent, les formules magiques, c'est des standards qui font en sorte qu'on fait quelque chose de standardisé. Mais quand même, justement, avoir un avis professionnel, parfois, ça me manquait quand même des fois. Et tu évoquais tout à l'heure l'idée d'une maison d'édition au sein de votre collectif. C'est en stand-by ou c'est quelque chose qui pourrait ressurgir, repartir? Il faudrait qu'on ait plus de gens
qui peuvent vraiment consacrer plus de temps à le faire, et aussi des gens qui s'y connaissent. Donc, pour le moment, c'est pas faisable. Et toi, par exemple, tu as un peu de recul par rapport à ta carrière. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes débuts? Comme j'ai dit que la BD maintenant, elle est mieux vue. D'un autre côté, les budgets partout diminuent un peu. Par exemple, toi, dans tes travaux de commande, tu sens que les budgets et les demandes diminuent? Oui, oui, quand même. Déjà aussi, le besoin est moins grand à cause des sites avec les photos stock. Peut-être l'IA aussi, non? Ça va venir, mais ça va un peu moins me toucher moi parce que j'ai fait beaucoup de commandes où ça va illustrer une idée, un concept vraiment. Donc on me demande d'illustrer, déjà une bande dessinée, déjà en IA, c'est pas encore faisable, je crois. Et si on me dit on veut ça, ça et ça, il faut vraiment un truc précis pour illustrer ça à la mesure. Et donc l'IA elle va te sortir un truc approximatif. Et si on me demande de faire un petit changement, si je redonne ça à l'IA, il va me sortir un nouveau truc, rien à voir. Donc l'IA, c'est oui, tout ce qui est couverture de roman, par exemple, ça va être les premiers affectés par l'IA, mais là, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Mais Et tu sens quand même une baisse de demande. oui, et aussi, par exemple, beaucoup de gens qui m'avaient embauché à l'époque, ils sont maintenant en retraite. Et ceux qui ont pris la relève, ils n'ont pas forcément envie de dépenser des sous pour les illustrations. Donc, par exemple, bon, là, j'anticipe un peu la prochaine table ronde, mais par exemple, tout le monde de la publicité aussi, ça a complètement changé au fil des années. C'est-à-dire, ça a changé au niveau des besoins, Quand j'ai commencé, je faisais 90% de mon chiffre, c'était des agences de pub qui m'avaient engagé. Et à un moment, c'était les photos qui sont venues, les stock photos, où pour quelques euros, tu as une photo générique que tout le monde peut utiliser. Et puis aussi, ils avaient des graphistes qui savaient aussi un peu illustrer. Donc, d'un moment à l'autre, c'est vraiment un marché qui s'est complètement écroulé pour moi. Et toi, Sabrina, tu sens un changement depuis que tu as commencé? Une évolution dans ton lectorat ou dans ta façon de travailler? Alors, il faut savoir que de mon côté, je ne fais plus de commandes parce que je n'avais plus envie de faire de commandes. Alors, qu'est-ce Globalement, que tu entends par commande? on a un client qui me dit je veux ça et ça et tu le dessines. D'accord. Et donc pour moi, je me suis beaucoup plus mise dans les cours de dessin et donc l'événementiel. Effectivement, j'ai remarqué, surtout du côté manga, on va avoir de plus en plus de conventions, au point que maintenant le marché est saturé. Donc on avait vraiment les 10 dernières années, ça faisait chiant, mais puis c'était bien. Et maintenant, on en est au point où c'est en train de refaire ça. Où effectivement, par exemple, l'année dernière, c'était très compliqué. Et, puis parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus, ça devient de plus en plus commercial. Et j'ai l'impression que aussi, du côté manga, maintenant, on a aussi une nouvelle génération de visiteurs qui arrivent, qui est effectivement plus là pour acheter des licences qui sont connues, pour aller chanter au karaoké et passer une bonne journée avec les amis, mais plus forcément toujours pour venir chez les artistes. Parce qu'effectivement, ça se ressent sur le chiffre. Et pour avoir parlé avec d'autres amis artistes au niveau français, c'est effectivement généralisé. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a encore une petite dizaine de minutes. Allez-y, n'hésitez pas. Même au fond. Levez la main. Oui? Alors, très 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 fort. Ce serait une question pour Sabrina. Une question pour Sabrina. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du webtoon? Est-ce que tu as déjà pensé à faire du webtoon, Sabrina? Oui, vu que j'adore les webtoons, j'ai voulu en faire et effectivement, quand Webtoon, donc l'application qui s'appelle Webtoon, a commencé à chercher des auteurs français, je crois que c'était juste après le Covid en fait, j'avais postulé, mais il en était ressorti que mon style ne fonctionnait pas pour eux en fait, surtout parce que je suis une artiste qui est plutôt traditionnelle. Donc en fait, je dessinais vraiment toutes les planches en traditionnel et après je faisais le défilement en digital et ça ne connaît pas, surtout pour une série où on doit vraiment dessiner, je ne sais pas, 40-60 cases en fait par semaine. Ça fait beaucoup et si en plus on doit encore tout scanner, retoucher, coller, etc., c'est compliqué. Une autre question? Ou d'autres questions? Non? Alors moi j'ai une autre question pour vous deux. Quand on n'a pas d'éditeur, quand on est auto-édité,
comment on fait pour se faire inviter à un festival? Est-ce que c'est vous qui proposez votre candidature, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est les festivals qui vous invitent directement? Ça dépend des festivals. Déjà, les conventions, souvent, les grandes conventions style américain, là, normalement, on book une table. Donc, on doit payer tant pour tant de mètres. Et souvent, c'est très impersonnel. On y va, on installe son truc. Et sinon, les festivals, oui, c'est souvent sur invitation. Donc, Et donc quand tu es en festival, tout est pris en charge. ça dépend des festivals Ça aussi. dépend, ouais. Et il y a même des festivals où ça dépend de ton statut. Donc, quand tu es quelqu'un de. Quand tu as un peu la cote, quand tu es bankable, tout est payé. Tu as d'autres festivals où ils te payent peut-être l'hôtel ou les frais de voyage, ça dépend. Et tu as quand même aussi des festivals où tu dois même payer ta table. À même la table. Ouais, Est-ce que vous êtes rémunéré en festival, par exemple, pour les dédicaces par exemple? ça dépend des festivals aussi. Aussi, ouais. Ouais. Je sais qu'au Luxembourg, le festival de Canterne, là oui, on est rémunéré. Ouais. Et toi Sabrina? Pour moi, vu que je fais la différence entre festival et convention. Donc pour moi, festival, c'est tout ce qui va être plus axé BD, livre, alors que convention, c'est vraiment spécifique l'univers manga, pop culture. Et du coup, là, moi, j'avais toujours l'habitude de payer mes tables. Donc en soi, tous les festivals, toutes les conventions que je fais, c'est vraiment tout un budget en soi, en fait, où il faut prévoir l'hôtel, le déplacement, le stand. Et effectivement, selon les conventions, en général, si c'est à l'étranger, je prévois toujours un budget d'à peu près 400-500 euros pour tout. Donc, d'où le fait qu'effectivement, c'est très important aussi de cibler quelle convention est-ce qu'on veut faire et de retourner à celles qui fonctionnent et de laisser tomber malheureusement celles qui ne sont pas si rentables. Donc il faut que tu fasses des choix. Ouais. Et du coup, effectivement, quand j'ai appris qu'il y avait des festivals de BD qui invitaient les gens où on était payé pour venir, pour moi, c'est très bizarre parce que j'avais l'habitude justement de mettre vraiment mon budget convention et puis. Voilà. Et ça t'arrive souvent d'être invité en festival? Euh, Peut-être de plus en plus. Disons que sur le quota de toutes les conventions que je fais, c'est quand même très minime, mais parce qu'effectivement, mon public est plus en convention manga. Donc j'ai aussi déjà eu des invitations de festivals, mais où je savais que ce n'était pas mon public, donc je les refuse. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Non, pas de questions? Bon, bien, on va terminer sur ces festivals et ces conventions. Merci beaucoup Andy et merci beaucoup Sabrina. Et merci à toutes et à tous. Merci.